Bienvenue donc dans Better, Faster, Stronger, le podcast qui explore la manière dont les entreprises accélèrent leur transition vers un modèle plus responsable sans sacrifier leur performance. Ici, on parle transformation concrète, décisions courageuses, arbitrage stratégique, bref, tout ce qu'il faut pour conjuguer impact et efficacité. Ce podcast est hébergé par The Good, le média de la transformation environnementale, sociale et sociétale des entreprises et des territoires, et vous est proposé par One to One Be Better, salon de ceux qui veulent transformer leurs bonnes intentions en plan d'action et qui cherchent à y voir clair dans les solutions RSE disponibles. Aujourd'hui, on veut s'intéresser à une question toute simple, mais loin d'être anodine. Quand et pourquoi les entreprises s'engagent? On se parle e-commerce, on parle aussi de textes qui peuvent demain insuffler l'envie de s'engager. Pour y répondre, on va faire un focus sur l'initiative portée par la FEVAD qui invite ses membres à s'engager dans une démarche responsable via une charte ambitieuse. Pour en parler, deux invités. Marie Guillemot, directrice de la stratégie développement durable de la Redoute. Bonjour. Bonjour Marie. Par ailleurs, administratrice de la commission RSE de la FEVAD. Présidente. Titre très ronflant. Je te remercie de le garder. Et Hugo Jublan, responsable RSE, paiement et logistique de la FEVAD. Bonjour Charlotte. Bonjour Hugo, et par ailleurs correcteur de mes fiches mal écrites. Merci beaucoup pour cela. À vous deux, vous incarnez en quelque sorte cette commission RSE de la FEVAD, puisque Hugo, vous avez la responsabilité de l'animer, et donc Marie, vous la présidez. En deux mots, c'est quoi la commission RSE de la FEVAD? C'est qui? Comment est-ce que vous travaillez? Quelle est votre façon d'agir? Un peu l'honneur, si tu veux, en tant que présidente. Alors peut-être expliquer déjà ce qu'est la FEVAD. Ouais, en deux mots, donc la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance. On regroupe plus de 800 entreprises, à la fois des pure players, donc des entreprises qui sont spécialisées e-commerce, et on a aussi de l'autre côté des enseignes qui font du commerce physique, mais aussi du commerce en ligne, typiquement par exemple la Fnac. Et on a aussi plein de startups, etc. Donc une grande diversité auprès de nos adhérents. Et en tout, ça fait 175 milliards de chiffre d'affaires, le secteur, et 200 000 emplois directs en France. Et aujourd'hui, il y a environ 800, c'est ça, adhérents? C'est ça, plus de 800 adhérents. Très clair. La commission RSE de la FEVAD, là-dedans? Alors la commission RSE de la FEVAD, en fait, c'est une sorte de communauté d'intérêt de tous les acteurs adhérents de la FEVAD qui ont envie de se mettre en mouvement sur les sujets de développement durable. Et comme on partage des enjeux communs, l'idée c'est qu'on se mette en communauté pour réfléchir sur des sujets sur lesquels on peut avoir encore une fois des actions ou des objectifs communs. Parce que quand on est plus nombreux à réfléchir sur le même sujet, généralement on va plus loin. Donc là, vous êtes pour le coup 500 dans cette commission, c'est ça à peu près? C'est ça, 500. À vous réunir tous les 2 mois. La FEVAD s'est félicitée début mars de la signature de la nouvelle version de la charte pour un e-commerce responsable, en présence des ministres. Il y avait à vos côtés Agnès Pannier-Runacher et Véronique Louwagie, donc la transition écologique et le commerce, et de l'ensemble des 33 signataires, parmi lesquels on retrouve la Redoute, donc, mais aussi Amazon, Carrefour, Rakuten, Zalando, Tikamoon ou encore lentilles-moins-chères.com. Selon les mots que vous avez choisis, c'est une avancée majeure pour les consommateurs et l'ensemble du secteur. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? En quoi est-ce que pour vous c'est une avancée majeure, ce texte? Peut-être simplement rappeler l'historique. En fait, on avait fait, je pense que c'est important pour comprendre pourquoi c'est une avancée majeure. En 2019-2021, il y avait une première version avec certains objectifs, etc. Et on a remarqué que des entreprises ont voulu rejoindre l'initiative. Et donc, on a fait un gros travail avec l'administration, comme vous l'avez dit, avec à la fois le ministère de la Transition écologique, le commissariat général au développement durable, et côté finance du ministère de l'économie avec la direction générale des entreprises, illustrant bien la conciliation entre performance environnementale mais aussi enjeux économiques propres au secteur économique. Et donc après ce long travail de concertation, en mars 2025, on a effectivement signé la charte. Elle contient 11 engagements, des engagements assez forts, je pense qu'on y reviendra après.
Et ce qui est important aussi, c'est que ce n'est pas une charte pour signer simplement un bout de papier, c'est que ces engagements ils sont adossés d'indicateurs assez précis auxquels les 33 entreprises vont devoir présenter un bilan au début de l'année 2026. Donc là, on travaille actuellement avec les entreprises et l'administration pour stabiliser et consolider cette démarche de reporting. Sachant que, donc on parle de 11 piliers, mais on l'a dit déjà tout à l'heure, de 500 membres d'une commission. On parle aujourd'hui déjà de 33 signataires, mais on sait aussi que c'est des signataires qui potentiellement n'ont pas grand-chose à voir. Leur tronc commun, c'est le e-commerce, mais potentiellement, vous ne vendez absolument pas les mêmes objets ou les mêmes services. Qu'est-ce qui vous a réuni? Comment est-ce que vous avez réussi à trouver ces engagements communs et comment est-ce qu'ils se traduisent, par exemple, pour vous, Marie? J'y vais du coup sur les engagements. En fait, on a effectivement tous en tout cas toutes les entreprises qui sont sérieuses et qui se sont déjà structurées sur leur démarche développement durable. On a tous des feuilles de route qui sont propres à nos activités, c'est certain. Et notamment, en tout cas pour les retailers, ça passe beaucoup par les produits qu'on commercialise. Et comme tu le disais très justement, on a des produits qui peuvent être très différents, donc nos feuilles de route peuvent être assez différentes. Pour autant, ce qui nous réunit tous, c'est que, basiquement, on a des clients, on leur vend des produits sur une plateforme e-commerce et on leur livre. Voilà. Et après, on gère tout le post-achat. Donc, en fait, on a quand même une activité qui est propre à notre secteur et activités sur lesquelles des enjeux ont été identifiés et sur lesquels on peut travailler en communauté. Donc, par exemple, dans les enjeux identifiés, il y a déjà toute la partie éducation du consommateur, parce qu'on est tous des médias. Alors, forcément, plus on a une audience large, des clients nombreux qui viennent sur nos sites ou nos plateformes, plus on a une caisse de résonance importante à nos messages. Donc déjà, quelle voix on veut porter auprès du consommateur pour lui faire prendre conscience de l'impact environnemental de ses choix. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui nous rassemble tous. Et puis après, il y a toute la partie logistique, donc les modes de livraison, la gestion des retours. Il y a beaucoup de choses en fait encore une fois, sur lesquelles on a des enjeux qui sont très proches. Et les suivis et les indicateurs. Peut-être pour prendre l'exemple par lequel justement on vient de commencer, qui est celui de l'information du consommateur. En fait, cette charte, au-delà de ces 10 piliers, elle donne des indicateurs assez précis, des façons dont on peut par exemple informer. Donc je sais que vous avez clairement établi que vous souhaitiez collectivement pousser le local, que vous souhaitiez collectivement pousser les produits écolabellisés, la seconde main, l'affichage environnemental, l'indice de durabilité. Est-ce que ce qui a été le plus compliqué à établir, c'est la liste des 10 piliers, ou est-ce que finalement c'est la traduction à travers ces indicateurs qui sont assez faciles pour le coup à transposer? J'imagine en effet, à la lecture du texte, on voit assez facilement comment est-ce que demain chaque acteur peut s'en saisir. De mon point de vue, alors c'est quand même un peu les deux, je pense qu'assez rapidement on voit quel est notre tronc commun. Donc, quels sont les enjeux qu'on partage? Et je pense que tu as raison de dire que en fait, ce qui ne se mesure pas ne s'atteint pas. Donc, quand on n'a pas un KPI associé à une démarche, au final, elle reste de l'intention. Et donc, aller chercher les métriques que tout le monde va être capable de mesurer, parce que c'est aussi, peut-être qu'on en reparlera, mais c'est une des difficultés de ce genre de charte quand même, reste qu'elle demande de l'énergie interne pour être mise en place, avec un suivi. Et donc, toutes les entreprises n'ont pas la capacité, en tout cas à un instant T, et surtout les plus petites structures, de se lancer dans une telle aventure. Pour autant, ça donne aussi un peu une vision de ce qui doit être suivi, qu'on veuille adhérer à la charte ou pas. Et c'est un bon moyen pour même les plus petites structures de commencer à regarder le sujet avec de la donnée précise et non pas juste de l'intention, des verbes à l'infinitif, tu sais, qu'on peut voir dans des belles slides, mais qui au final ne se traduisent pas forcément en actions concrètes. Hugo? Non, comme le disait très justement Marie, cette charte, je pense qu'elle a un effet un peu catalyseur pour l'ensemble du secteur. Et typiquement, ce qui est compliqué à faire, mais on s'y efforce, c'est
traduire ces objectifs de façon très opérationnelle. Et c'est vrai que c'est beau de signer des grands engagements, mais comment on les traduit concrètement? J'ai par exemple un exemple, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est information du consommateur. Il y a un engagement qui prévoit de préciser les modes de livraison, notamment sur les sites e-commerce. Et par exemple, avec Marie, lors de la dernière commission RSE, on a mis en avant un outil de l'ADEME qui visait justement à très simplement intégrer sur son site du e-commerce, voir l'impact livraison et donc l'impact carbone lié au mode de livraison, au choix du transport. Et c'était super intéressant. C'est un engagement dans la charte, mais on a décidé de l'ouvrir pour tout le monde. Et c'est pareil, j'imagine, sur les retours, plus encore d'ailleurs, pour justement pointer aux consommateurs l'impact potentiel des retours, puisqu'on sait que c'est d'ailleurs un vrai problème dans la gestion du métier du e-commerçant et que c'est un impact fort. Oui, tout à fait. Et les retours, c'est un gros pan de la charte. Là aussi, on essaye d'opérationnaliser tout ça sur les politiques de retour. Ça passe par déjà des actions de prévention. Je crois que Marie a un exemple assez parlant sur le sujet. Ouais, en fait, ce qui est plutôt bien parfois, c'est quand les enjeux développement durable et les enjeux économiques convergent. De toute façon, ce n'est pas économiquement viable pour un e-commerçant d'avoir un nombre de retours qui explose. Donc là, de toute façon, avant même qu'on l'inscrive comme étant un des pans importants de cette charte d'engagement, tout e-commerçant qui se respecte doit mettre sous contrôle ces taux de retour. Nous, ce qu'on a fait, on a pas mal d'initiatives qu'on a mis en place au cours des dernières années, mais il y en a, je vous donne juste un exemple, on intègre par exemple dans tous les retours, les avis clients, on les réintègre dans la recommandation derrière des tailles pour que le client d'après puisse bénéficier du retour d'expérience du client d'avant, ce qui permet en fait de réduire assez fortement les déceptions parce que le produit finalement taillé un peu trop grand ou un peu trop petit. Voilà. Ça fait partie des bonnes pratiques qu'on intègre. Et il y en a beaucoup d'autres et encore une fois, elles sont intelligentes puisque viables économiquement autant que écologiquement. Vous avez mesuré, par exemple, vous, l'impact d'une telle mesure sur votre site, de tels changements? Oui, ça a été mesuré. En vrai, je n'ai pas les chiffres, donc je ne pourrais pas te donner. Mais oui, bien sûr. Je n'ai pas posé cette question, je pourrais la couper au montage. Voilà, très bien, je te remercie. Mais je ne l'ai pas là, le chiffre. Ça, mais c'est un exemple. Alors peut-être pour qu'on ait une espèce de photo à date des 11 piliers, même si ça peut faire un peu catalogue. Est-ce que de tête, vous êtes capable, Hugo, de nous refaire les 11? Les 11 de tête, non. Par contre, je peux vous faire en gros, il y a 4 grands items, 4 grandes thématiques. Donc, on a parlé l'information du consommateur. On a également, on vient d'en parler, les retours. On a des mesures sur les emballages. Là, par exemple, ça se décline en sous-mesures sur tout ce qui est réduction du taux de vide. Notamment, c'est un engagement assez fort dans la charte, c'est une réduction de 40% du taux de vide. Et on a aussi sur les emballages une autre mesure assez importante, c'est favoriser le réemploi et la réutilisation des emballages. Là, côté FEVAD, on travaille beaucoup en ce moment pour essayer d'embarquer tout le monde pour créer en fait une solution à grande échelle, mature, pour déployer ces colis, des colis réemployables qui pour l'instant ont un coût assez élevé. Et enfin, la dernière grande thématique de la charte, c'est sur tout ce qui est livraison, transport, logistique. Et là, par exemple, c'est des mesures comme favoriser la mobilité décarbonée. On sait que le dernier kilomètre, c'est le plus difficile. On a aussi des mesures sur la performance énergétique des bâtiments. Avoir des bâtiments les plus propres énergétiquement parlant. Des entrepôts. Alors peut-être pour reprendre sur ce point crucial de l'emballage aujourd'hui, comment est-ce que ça se traduit pour la Redoute? Est-ce qu'à ce stade, c'est un défi qu'il faut encore justement réussir à solutionner, à surmonter? À quelle vitesse vous avancez pour arriver à cet objectif de 40% qui est assez ambitieux? Oui, alors
L'approche qu'on a adoptée, c'est dans un premier temps de réduire drastiquement nos emballages autant que faire se peut et sortir du plastique à usage unique à horizon 2030. Ça, c'est vraiment donc on a écrit vraiment une roadmap assez détaillée, donc pas uniquement avec de l'intention, mais en mettant des métriques derrière, et on sait qu'on peut s'engager vraiment sur avoir qu'il est 90% du plastique à usage unique d'ici 2030, là où la loi AGEC nous y encourage à 2040, à 100%. La méthodologie qu'on suit, c'est celle des 4 R. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. La première, c'est on refuse. C'est-à-dire que quand on n'a pas besoin de packaging, eh ben, on l'enlève. Et donc ça fait partie vraiment de la... c'est la meilleure démarche environnementale possible, puisque pour le coup, pas d'emballage égal, pas d'impact. Et donc là, on a beaucoup d'expérimentations qui sont en cours. Donc on n'a pas encore du zéro emballage pour l'expédition, mais sur tout un tas de catégories de produits. On enlève l'emballage plastique ou craft ou peu importe au produit. On le remplace par un savant pliage du produit qui est lui retenu par une petite cordelette en jute. Voilà, donc on a développé ça par exemple sur nos jeans, mais on est surtout en test là pour tout notre linge de maison. Le linge de maison étant des très gros volumes chez nous, et donc à terme on pourrait, si on arrive à le déployer sur l'ensemble de nos gammes, économiser 7 millions de sacs plastiques par an mis sur le marché. Donc on parle quand même de beaucoup de quantité. Et après, on a dans les 4 R, donc c'est refuser, remplacer quand on ne peut pas, pour conserver l'intégrité d'un produit, quand on ne peut pas se passer d'un packaging, remplacer la matière qui est utilisée traditionnellement, donc là c'était beaucoup de plastique, par une matière moins impactante environnementalement parlant. Donc là, on a tout un tas de matières qui sont utilisées, le craft pour nos sacs d'expédition, mais on a aussi de la glacine, qui est une matière à base de cellulose de bois pour nos produits textiles notamment. Et après, on a le 3e R qui est la réutilisation. Le 4e étant le recyclage, c'est vraiment quand on ne sait plus faire quoi d'autre. Donc là, oui, tous nos packs sont recyclables, mais en vrai, ce n'est pas la panacée. Et la réutilisation, c'est le sujet sur lequel on a encore le plus de challenge. Alors c'est marrant parce que sur le salon Be Better, là, j'ai passé pas mal de temps avec des acteurs qui travaillent d'arrache-pied sur ces sujets. C'est un sujet qui est compliqué pour les acteurs du e-commerce parce que nous ne sommes généralement pas détenteurs du dernier kilomètre, qui est la dernière phase du process où le colis arrive dans les mains de nos clients. Et qui dit pack réutilisable dit qu'on doit pouvoir récupérer ce pack. Donc c'est tout un principe, et il y a une belle dynamique collective qui se met en place avec les acteurs à la fois de la livraison mais aussi des créateurs de packs réutilisables qui doivent se brancher avec la logistique des e-commerçants comme nous pour réussir à faire une solution qui soit viable logistiquement parlant, mais aussi qui soit viable économiquement, parce que là aujourd'hui on est encore sur des rapports de 1 à 5 versus du jetable. Donc voilà, il y a une réalité économique derrière dont on ne peut pas se passer. Merci pour cette illustration. Moi, la question que ça m'amène, c'est on sait que la Redoute est engagée dans cette transition assez fortement. Vous avez choisi de miser sur l'éco-conception, vous défendez de la production locale avec un fort ancrage territorial dans le nord de la France. Côté reboucle, vous faites le job sur la seconde main. En fait, à quel point une charte comme celle que vous signez comme ça vous pousse, vous accompagne, suit vos pas, qui pousse qui? J'y vais. En fait, quand on est dans une démarche collective, il y a toujours ceux qui prennent la tête, qui sont en tête de proue et qui sont là pour montrer aux autres que ce chemin est possible. Donc nous, on a des convictions assez fortes, on le fait à notre mesure, on n'est pas les plus gros, on n'est pas les plus riches non plus, mais on le fait vraiment avec tout notre bon sens. Et c'est justement en partant de cette posture de bon sens et de pragmatisme je pense, on est derrière capable de dire à des plus petits acteurs que si on arrive à le faire, ils peuvent nous suivre. Ah ouais. Et Hugo, ça m'amène une autre question, c'est que les 33 signataires sont ceux qui sont aujourd'hui en avance de phase, et par rapport aux 800 adhérents de la FEVAD, est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide, même si j'imagine bien que c'est à moitié plein? À moitié plein, sans surprise.
Oui, je pense que les 33 signataires sont déjà bien avancés dans le process et dans les démarches. Et je pense que tout l'objectif de cette charte, c'est au lieu, c'est un peu une politique publique en fait, avec de la soft law, au lieu d'imposer une norme à des acteurs particuliers, à une filière. On a décidé de tous se réunir pour pouvoir s'engager ensemble pour prendre des mesures sans que ça soit normé. Faut le voir, je pense, plus comme une obligation de résultat, avec un cadre assez souple et assez agile, mais avec une responsabilité, parce que à la fin, il y aura un bilan qui sera fait et il y aura même un point à mi-parcours en octobre 2025 qui sera fait par l'administration. Donc voilà, moi je le vois plus comme une démarche collective, mais responsable. Comment on tire... Oui, pardon. Pardon, sachant que la charte ne nous engage pas que sur une année, Oui, mais bien sûr. bien au-delà. C'est quoi l'au-delà? C'est l'infini et l'au-delà? Non, ça, L'idée, c'est un processus itératif. Donc, c'est tous les ans réunir, amener à notre cause encore plus d'entreprises du secteur pour faire grandir en fait cette charte. Et c'est même plus qu'une charte, c'est une communauté d'intérêt engagée et partie prenante autour des enjeux RSE qu'on vient de parler. Et l'idée, voilà, c'est de faire grossir cette communauté d'intérêt, sachant qu'en plus, là, on observe ces derniers mois qu'il y a de nombreuses entreprises qui veulent rejoindre l'initiative, et des grosses entreprises. Et pour les signataires de la charte, il y a aussi des modules spécifiques qui sont organisés, notamment par l'administration, que ce soit par le CGDD ou la DGE, sur des thématiques spécifiques de la charte. On en a eu un hier sur le réemploi, le fameux réemploi, avec des use cases, des apporteurs de solutions pour qu'on réfléchisse encore une fois collectivement sur c'est bien, on a signé des engagements, mais comment on fait pour que ça soit les tenir et que ça soit le plus opérationnel possible, quoi. Et demain, comment on fait pour en tirer justement un bilan, puisque c'est aussi, ce n'est pas une mince affaire. Comment est-ce que vous avancez sur ce sujet de la mesure et de tirer un bilan des engagements que vous prenez Sur la charte, précisément. au global? En fait, sur la charte déjà, il n'y a presque pas ou pas d'indicateur où il y a un chiffre donné. En revanche, on a une obligation de reporter sur des indicateurs donnés. L'idée étant qu'on soit tous en trajectoire d'amélioration. Forcément, on ne part pas du même niveau, on ne va pas au même endroit. Donc l'important, encore une fois, c'est de se mettre en mouvement et de montrer que les efforts sont vraiment suivis des faits, chacun à notre niveau. Après, pour répondre à ta question, qui était comment est-ce qu'on mesure dans le temps, c'est la RSE à l'ancienne était une RSE de l'injonction, voire de l'intention. Aujourd'hui, on est sur sur des métiers qui sont beaucoup plus proches du contrôle de gestion au final que de la communication ou des belles envies. En tout cas, là, je vais parler pour la Redoute. On a écrit une nouvelle stratégie de développement durable. À chaque pilier correspond des axes de progrès auxquels correspondent chaque fois des KPI mesurables, et vraiment mesurables. Donc, on parle de pourcentage de chiffre d'affaires, on parle de part d'offres, on parle, c'est vraiment et des choses qui sont rentrées dans nos systèmes. Au-delà même évidemment de bilan carbone et donc de tonnes d'équivalent CO2. Enfin, en fait, tout est Matrix aujourd'hui. Donc, ça rend le sujet peut-être un petit peu moins poétique. Mais en fait, on a besoin aujourd'hui que ça ne soit plus un sujet poétique. Surtout à l'heure de l'affichage environnemental, ça va vous servir, toutes ces métriques. Il va falloir juste les transformer maintenant. Exactement. Alors, l'affichage environnemental, c'est effectivement un de nos prochains défis. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'en doute, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est afficher un score environnemental en priorité sur les produits textiles. La loi aujourd'hui nous l'impose sur les produits textiles. Et il y avait une espèce de
guerre entre les méthodes de calcul européennes et françaises qui fait que ça a pris un peu de temps tout ça à s'éclaircir. La méthode française vient d'être la grande gagnante. Voilà. Et donc, c'est vrai que pour le coup, la Redoute, on avait pris le parti de ne pas partir bien en tête sur une méthodologie avant une autre parce que ça demande quand même énormément d'efforts en back-office. Pour autant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a anticipé la collecte de données au produit parce que pour calculer le score environnemental d'un produit, c'est un certain nombre, une bonne vingtaine de data points au produit qu'il faut aller collecter dans sa chaîne de valeur. Et ça, il faut prendre un peu son élan parce que si, c'est pas, en plus, encore une fois, nous on n'a pas une chaîne de valeur ultra intégrée, donc encore une fois, ça demande du temps humain d'aller demander de l'information à un fournisseur de rang 1 qui lui-même va cascader à son fournisseur de rang 2, etc. Donc voilà, donc ça, c'est notre prochain défi parce qu'on a maintenant toute la donnée pour pouvoir la transformer en un éco-score. Maintenant, il y a la réalité aussi digitale qui est le fait de l'afficher et l'afficher de manière correcte, compréhensible pour un client. Et ça va être notre défi des prochains mois. Et heureusement, certains ont ouvert la voie justement en commençant à défricher ce sujet de l'affichage environnemental il y a quelques temps déjà. Hugo, quelles autres formes de coopération ou d'innovation collective jugez-vous aujourd'hui indispensables pour accélérer la transition dans le secteur ? Alors, je pense que, outre cette charte, je pense que les travaux qu'on mène globalement à la FEVAD, principalement au sein de la commission RSE, ce qu'on essaye de faire avec Marie, c'est donner la parole à tout le monde et qu'il y ait un partage de bonnes pratiques aussi entre entreprises. Et moi, je suis convaincu le fait que s'il y a une solution qui marche pour une entreprise, pourquoi elle ne marcherait pas pour une autre ? Et du coup, c'est dans le cadre de cette commission qu'on échange très régulièrement. Tous les 2 mois, on tient des séances plénières. Et je pense que sur ce volet-là, on peut aller en s'inspirant mutuellement. On invite aussi beaucoup d'experts qui viennent nous présenter leurs solutions, que ce soit des experts privés, mais aussi les pouvoirs publics. Notamment, on travaille en étroite collaboration avec l'ADEME. Et puis, plus globalement, dans les chiffres de la FEVAD, ce qui ressort, c'est que quand on regarde la priorité des investissements du secteur, la RSE, c'est la troisième priorité des e-commerçants. C'était la première il y a 2 ans. C'était malheureusement la première il y a 2 ans. Après, il y a eu le contexte aussi international qui n'a pas favorisé les choses, mais on va dire... Le marketing est repassé devant l'année dernière pour les raisons qu'on connaît, et là, cette année... Tout à fait. Après, je pense qu'on est quand même, faut rester positif, oui. Et on est quand même, la RSE est quand même dans la 3e place. Et quand on regarde, en fait, quand on découpe les priorités parmi les priorités RSE, parmi les e-commerçants, vient en premier la décarbonation. C'est aussi en 2e position, c'est travailler avec des fournisseurs respectueux de l'environnement. Donc là, il y a tous les fameux débats de reporting, notamment tout ce qui est CSRD. Et la 3e, on en parlait tout à l'heure, la 3e priorité RSE, c'est la réduction des emballages. Au final, on voit qu'on est, avec cette charte et puis plus largement avec les travaux qu'on mène à la FEVAD, on voit qu'on est parfaitement aligné avec les priorités du secteur. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que pour rester optimiste sur ce classement des priorités, les Français, la RSE garde une place de choix dans les priorités des e-commerçants français, ce qui n'est pas toujours le cas de nos voisins. Je terminerai peut-être par revenir justement au domaine d'expertise de chacun. Et en l'occurrence, Marie, je me retourne vers toi, puisque ton rôle aujourd'hui, c'est d'accélérer la transition de la Redoute, ou tu préfères conduire ou accélérer ? Les deux, mon capitaine. Voilà, déjà parce que pour qu'il y ait une transition qui se fasse correctement, il faut donner le cap. Donc mon premier rôle, c'est de dire où sont nos vrais enjeux, comprendre où sont nos vrais enjeux et du coup donner la voie pour y arriver. Et après, c'est mettre en mouvement l'entreprise. Donc c'est les deux. Et la question était ailleurs, encore une fois, parce que sinon c'est pas drôle. Avant, tu étais patronne de la marque, de la pub, et encore avant publicitaire en agence. Aujourd'hui, d'abord, 2 questions. Les premiers steps quand on arrive à la direction de la RSE d'une marque,
quels ont été les tiens, pour savoir ce que pourrait être celle des autres. Et est-ce que cette formation initiale d'expert de la RSE t'a manqué à un moment donné, te manque aujourd'hui ou pas du tout? Alors moi, mon premier réflexe a été de me dire, mon Dieu, quel enfer ce monde avec que des acronymes. Voilà, ça a été vraiment mon premier réflexe. Et une fois ce petit passage derrière moi, c'est sûr que ce sont des mondes qui sont extrêmement différents. Et justement, moi, ça a été vraiment la volonté affichée de ma prise de poste, ça a été de ne pas du tout le prendre sous le prisme de la communicante, même si, bien sûr, ça m'aide derrière pour embarquer les gens, pour faire passer des idées, pour vulgariser des choses qui peuvent être compliquées. Pour autant, c'est pas du tout sous ce prisme-là que je voulais prendre ce poste. C'était vraiment en le prenant sous l'angle de la matrix, de la compréhension des enjeux réels et dans le pragmatisme. Ça, pour le coup, dans mon monde précédent, le pragmatisme, je l'avais aussi. Ta première question, ta deuxième question, c'était Les premiers pas, justement, une fois arrivé à la direction de la RSE. Faire le ménage, faire un audit, faire... Alors, le premier pas, ça a été de faire du ménage, en vrai. Du ménage parce que, comme dans beaucoup d'entreprises qui se sont lancées avec énormément de bonne volonté sur ces sujets de durabilité, il y en avait un peu partout. Il y avait à boire et à manger, il y avait du petit kiki comme des gros trucs qui n'étaient pas bien organisés, il y avait des grandes ambitions qui avaient été jetées mais qui pour le coup n'étaient pas sorties de Matrix. Enfin, il y avait quand même plein de bonnes intentions, mais il manquait une professionnalisation du sujet. Et c'est vraiment comme ça que je l'avais pris, c'est-à-dire j'avais, moi à l'époque, dit à ma direction générale que je prendrais ce job avec beaucoup d'envie. Si ça devenait stratégique déjà pour l'entreprise, ça l'était déjà, mais plus dans l'intention que vraiment dans l'action. Et si on ne me mettait absolument pas avec ma casquette de communicante à ce job, mais si je développais ce que je sais faire aussi, j'ai fait une école de commerce donc je sais compter, si je développais d'autres parts de mes skills et qui étaient beaucoup plus orientées métriques, alors certes stratégie, ça c'est le truc qui est un peu mon fil rouge de ma carrière, c'est la stratégie de marque. Avant, maintenant on est sur la stratégie beaucoup plus cross puisque ça touche l'ensemble des directions de l'entreprise et c'est ça qui m'intéresse d'ailleurs, hein, je trouve que c'est passionnant dans la transformation de l'entreprise. On avait tendance à dire avec mon ancien directeur général que la transformation durable de la Redoute, c'est une transition de la même ampleur, une transformation de la même ampleur que la transformation digitale qu'on a connue. C'est complètement touché au cœur du réacteur de tous les métiers pour les transformer et leur faire ingérer des nouveaux réflexes. Et c'est vraiment du même ordre en fait. Hein. Et en plus, on avait la conviction aussi, j'en parle au PC, il a toujours cette conviction et moi aussi, c'est juste qu'il a rejoint une autre aventure. On avait la conviction aussi que c'était le gage de la survie de l'entreprise et de la résilience de l'entreprise dans le temps. Donc vraiment, ce parallèle est toujours très juste en fait. Et que pour accompagner les transitions, il faut quand même savoir communiquer parce qu'un ingénieur a d'autres qualités, mais peut-être pas celle-là non plus. Voilà. Même si je ne ferais pas ce raccourci, je nierais d'ailleurs. J'ai un ingénieur très bien dans mon équipe. Hugo, pareil en termes de parcours, avant la FEVAD, c'était le MEDEF. Qu'est-ce qui t'a poussé à embrasser ces sujets-là ? Et avant le MEDEF, c'était l'administration, donc comme quoi. Peut-être c'est lors de mon premier job dans l'administration, je travaillais au sein d'une instance administrative qui évaluait la loi, qui donnait des avis sur à la fois les textes réglementaires et les textes législatifs. Donc un côté très, très juridique, très technocrate. La loi climat et résilience, par exemple. Tout à fait. La loi climat et résilience, les décrets d'application et on examinait de plus en plus de textes de façon transversale sur les enjeux environnementaux. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre le MEDEF pour justement me spécialiser sur la transition écologique, où là j'ai pu m'occuper et traiter de tout ce qui est territorialisation de la transition écologique. Donc c'est comment ça percole. On en parlait tout à l'heure sur l'opérationnalité. Donc j'ai pu faire le lien notamment avec le niveau national, européen, national et régional et même territorial. Et j'ai décidé de rejoindre la FEVAD assez récemment pour aller vers le secteur du e-commerce, un secteur qui est plein d'enjeux et c'est vraiment super intéressant.
Et être dans l'action pour rejoindre Marie. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir consacré du temps pour qu'on comprenne un petit peu mieux à la fois la charte et puis vos objectifs respectifs. Merci d'avoir été les invités de ce podcast. Merci Charlotte. Merci beaucoup.